Monsieur Louis-Jean de Nicolaï. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme vient de le dire parfaitement le président Maurey, au fil des années, l'aménagement du territoire est devenu le parent pauvre des politiques publiques. Malgré le constat objectif d'une disparition progressive des services publics, notamment dans le monde rural, malgré le sentiment d'abandon d'un nombre important de nos concitoyens et malgré le cri d'alarme des élus locaux, rien ou presque rien ne change, Monsieur le ministre. Hervé Maurey vous a fait part des grands axes de proposition de notre groupe de travail. Depuis des années, et quels que soient les gouvernements concernés, nos territoires fragiles ont été oubliés. Il est donc grand temps de s'emparer pleinement de ces propositions et d'agir. Je vais prendre un premier exemple, celui de la désertification médicale. C'est une réalité désormais bien connue, durement subie pour une part toujours croissante de la population de notre pays. Plus de 5 millions d'habitants vivent dans ces zones. Or, que font les pouvoirs publics pour y remédier? Des plans. Les mêmes plans depuis 15 ans, c'est-à-dire un ensemble de mesures d'affichage ou à caractère incitatif qui ont fait la preuve de leur inefficacité et qui, aujourd'hui, ne sont clairement plus à la hauteur des enjeux. Nous sommes persuadés au sein de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qu'il faut franchir une nouvelle étape et mettre en place une régulation de l'installation des médecins, comme cela existe pour les autres professions de santé. Cette mesure a été adoptée à plusieurs reprises par notre commission, mais a toujours été écartée des textes législatifs définitifs, alors qu'il s'agit d'une attente très forte des populations. Or, il y a urgence, il faut de vraies mesures. Deuxième exemple, la couverture mobile et numérique du territoire. Des objectifs ambitieux ont été fixés et encore réaffirmés il y a à peine un mois. Il s'agit d'une part du déploiement du bon haut débit pour tous dès 2020 et d'autre part d'une disponibilité généralisée de la 4G, toujours d'ici à 2020. Mais que mettez-vous précisément, Monsieur le Ministre, derrière ces slogans? Il est vrai séduisants. Et quels sont les moyens que vous avez prévu d'y consacrer? Nous étions déjà inquiets sur le respect des objectifs fixés pour 2022 et comment allez-vous parvenir à les avancer, du moins pour partie, à 2020? Troisième exemple, le développement des infrastructures. Que ce soit pour l'entretien ou pour les projets de nouvelles infrastructures, il est grand temps, selon nous, que le critère de l'aménagement du territoire prenne le pas sur celui de la rentabilité économique. Il n'est plus possible de tout analyser sous le seul prisme de l'intérêt économique à plus ou moins court terme. Ce calcul est de plus un mauvais calcul, car les choix que nous évitons ou reportons deviendront un jour ou l'autre nécessaires et infiniment plus coûteux. Monsieur le ministre, nos préconisations ne sont clairement pas entendues pour l'instant. Or, je le redis, pour tous les membres du groupe de travail de notre commission, la prise en compte de l'aménagement du territoire dans l'ensemble des politiques publiques est une priorité qui ne peut plus attendre. Pourriez-vous donc nous donner quelques éléments de nature à nous rassurer, car au-delà de nos propres interrogations, l'aménagement du territoire, l'égalité des territoires, la cohésion des territoires, peu importe comment on l'appelle, les problèmes se posent toujours dans les mêmes termes. Eh bien, le souci majeur des élus locaux et de nombre de nos concitoyens présents sur les territoires que nous représentons. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bien sûr, j'ai plaisir à m'exprimer ici, du haut de cette tribune, dont j'ai un peu l'habitude. J'ai écouté avec intérêt mes anciens collègues qui ont présenté un excellent rapport qui a été présenté en commission le 31 mai 2017, c'est-à-dire à un moment où il ne pouvait guère faire le bilan de l'action du nouveau gouvernement. Et ce que je souhaite dire de manière liminaire, c'est que vous avez fait le bilan sur une quinzaine d'années de ce qui n'a pas été fait par les uns, par les autres, et je dirais tous ensemble.
Et vous conviendrez qu'en 3 mois et demi, puisque j'ai fait un bref passage à l'agriculture, il m'a été difficile de mettre en place une politique d'aménagement du territoire de nature à réparer les nombreuses fractures dont vous avez relevé l'existence. Mais je vous remercie d'avoir réalisé ce rapport dont le gouvernement et dont je peux partager l'essentiel du bilan qui est tiré, et aussi un certain nombre d'objectifs. Le titre de votre rapport sonne comme un manifeste. Aménagement du territoire, plus que jamais une nécessité. Vous avez indiqué tout à l'heure que l'aménagement du territoire avait été le parent pauvre des politiques publiques. Mais c'est que la République, pendant ces dernières décennies, son fonctionnement a évolué, que la décentralisation a été mise en place, et que ce que l'on peut constater, c'est qu'en face ou à côté, la politique d'aménagement du territoire s'est réduite au fil des années. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faudrait point que, par exemple, les régions, et elles s'y lancent, ne s'occupent pas de l'aménagement de leur territoire. Et je sais qu'elles en ont bien la volonté. Les dynamiques territoriales ne se réduisent pas à l'image simpliste trop souvent relayée et qui conduit à opposer les territoires les uns aux autres. Je n'utilise jamais l'opposition urbain-rural parce que la situation des territoires est très différente à l'intérieur des territoires urbains et concernant les territoires ruraux. Je le dis souvent, il y a des territoires urbains qui vont bien, il y en a qui vont mal, très mal, et je pense à certains quartiers de politique de la ville, des quartiers prioritaires, et dans nos territoires ruraux, nous savons qu'il y a aussi des distorsions considérables et une grande diversité. C'est d'ailleurs aussi ça, l'aggravement de ce que l'on appelle la fracture territoriale. Dans votre rapport, vous citez le géographe Roger Brunet, pour qui nous serions passés d'un territoire à aménager à un territoire à ménager. Le mot, d'ailleurs, est intéressant. Et pour lui, aménager renvoie à la protection, à l'équipement, aux actions curatives et à l'incitation. En fait, ça répond à la diversité de nos territoires. Il faut aussi répondre à la plus grande variété de nos modes de vie parce que, aujourd'hui, les mutations technologiques, les mutations sociales évoluent à une vitesse jamais égalée, avec une accélération considérable de ces mutations. Et ce que nous disons aujourd'hui, et en particulier sur les mutations technologiques et sociales dans la foulée, ne sera pas forcément vrai dans 3 ans ou dans 5 ans. Nous avons à revoir nos manières de communiquer, de consommer, de travailler. Je n'oublie pas, en une dizaine de minutes, il est difficile de faire un point complet, mais je n'oublie pas non plus, parce que vous avez parfaitement raison, les préoccupations que vous avez citées dans votre rapport sur la programmation européenne. Et là, la France doit y être particulièrement attachée. Et dès que je suis arrivé au ministère, j'ai rencontré à Bruxelles la commissaire européenne roumaine en charge du dossier de la cohésion des territoires et des fonds. Et puis aussi parce que lorsqu'on se déplace, on en voit toute la nécessité, les questions de coopération transfrontalière qui sont aujourd'hui un sujet qui devient important. Mais avec les transitions numériques, écologiques, l'évolution des mobilités, et là ça va s'accélérer considérablement, nos territoires sont en pleine évolution et nous obligent à changer nos grilles de lectures habituelles. Vous avez raison de souligner qu'il n'est plus possible, et je vous cite au niveau démographique et géographique, de considérer l'urbain et le rural comme 2 entités bien définies qui s'opposeraient l'une à l'autre. Nous sommes totalement d'accord là-dessus. Les visions sur la France périphérique sont une grille de lecture, mais il y a des éléments de constat qui nécessitent une action. Bien sûr, je sais qu'il ne faut pas être trop schématique, que ces visions englobent des espaces qui ne vivent pas la même réalité économique, pas la même réalité politique au sens premier du terme. Je ne veux pas non plus, je l'ai dit, opposer les territoires entre la France des métropoles. Je ne reviendrai pas sur le rapport de France Stratégie que nous avons tous lu, relu
et pour beaucoup d'entre nous, critiquée. Et les métropoles seraient les gagnantes égoïstes de la mondialisation, et la France périphérique aurait tout perdu et n'aurait pas d'avenir. Or, il est essentiel que cette France-là, elle ait un avenir et que nous le construisions ensemble. Nous devons aussi nous garder de cette vision théorique qui résumerait notre pays à des espaces dynamiques en reléguant une partie du territoire au rang d'un mot que je n'aime pas du tout, c'est le mot interstitiel. Représentant d'un territoire dit interstitiel, je considère que c'est un mot que nous devrions bannir, car tous ces territoires ont vocation, bien sûr, à vivre, à se développer, et c'est l'enjeu aussi que nous devons avoir pour ces prochaines années. J'adhère à la vision que vous développez dans votre rapport à propos de la ruralité, en distinguant la campagne des villes du littoral, des vallées urbanisées, où vivent 16 millions d'habitants dans plus de 10 000 communes. Mais si l'on ne peut construire une politique de cohésion du territoire sur l'opposition entre territoires favorisés et les autres, il ne s'agit pas de nier, et je ne le ferai pas, que certains territoires connaissent des difficultés considérables et qui se sont, vous avez raison, aggravées ces dernières années, ces dernières décennies en particulier, vous avez raison, sur les 15 dernières années. Et malheureusement, je le dis, et en indiquant loyalement que c'est une responsabilité collective, c'est au moment où la France s'est le plus endettée, pendant 10 ans, qu'on a le moins fait pour ces territoires. Ça doit aussi nous interpeller. Et je n'en fais procès à quiconque, puisque j'ai dit que c'était une responsabilité collective. Je pense à ce qui se passe au sein des villes, je l'ai dit, y compris des métropoles, parce qu'il y a dans les métropoles un certain nombre de quartiers en grande difficulté. Beaucoup a été fait dans des quartiers prioritaires, mais beaucoup reste à faire, avec un taux de chômage 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale dans ces quartiers, et un taux de pauvreté 2 à 3 fois supérieur. Je pense aussi à certains centres-bourgs et centres-villes de villes moyennes dévitalisées, qui sont aujourd'hui un enjeu considérable, parce que si nous n'intervenons pas rapidement, ces villes moyennes, elles ne sont pas toutes heureusement dans cette situation-là, connaîtront des difficultés encore plus importantes, avec la fermeture de commerces, l'absence d'emploi ou de formation, la dégradation du bâti, qui est un enjeu important. Dans les territoires peu denses, il y a l'accès aux services, qui est un problème primordial. Et je connais les difficultés très concrètes liées à la fermeture progressive des services publics. Nous l'avons vécu, pratiquement tous ici, d'une manière ou d'une autre. À la désertification de nombre de centres-villes, avec dégradation, je l'ai dit, de l'habitat. C'est un constat, et face à cela, il faut que nous construisions une action. Et je veux revenir ici sur certains axes concrets d'intervention, avant de partager avec vous ma vision de la méthode d'ensemble dont j'ai la charge comme ministre de la cohésion des territoires. Vous dire que pour nos quartiers, nous avons obtenu au plus haut niveau les crédits pour 2018 d'intervention dédiés à la politique de la ville, à 430 millions d'euros, c'est pas neutre, et sanctuarisé sur le quinquennat, avec aussi le milliard qui était attendu supplémentaire sur l'ANRU et le NRU. Un mot pour vous dire que nous allons lancer une opération importante sur les villes moyennes, qui en ont bien besoin, avec un plan spécifique que nous pourrons annoncer d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année 2018, pour démarrage en 2018, pour favoriser la reconquête de leur centre, en agissant aux côtés, bien sûr, des communes et des intercommunalités, pour agir à la fois sur le commerce, l'habitat, les services. Et nous sommes en train de finaliser une convention avec Action Logement qui mettrait normalement 1,5 milliard d'euros sur le logement et la revitalisation de ces villes moyennes et de ces centres-bourgs.
concentrés sur des opérations de restructuration d'immeubles ou d'îlots. Je l'ai dit aussi, j'ai eu l'occasion de le rappeler, le prêt à taux zéro sera maintenu pendant 2 ans dans le neuf et pendant 4 ans sur l'ancien pour qu'il y ait une visibilité sur plusieurs années et non pas année par année. Je suis aussi attaché à ce que l'État se préoccupe de l'accessibilité de certains territoires enclavés, que je connais peut-être mieux que d'autres pour les subir plus que d'autres. Et s'il a été annoncé qu'il y aurait un frein sur de grandes opérations, en particulier sur des LGV, il est nécessaire d'entretenir nos routes nationales, il est nécessaire d'entretenir certaines voies ferrées qualifiées de secondaires, car il y a beaucoup de travaux qui n'ont pas été réalisés depuis longtemps. Nécessaire aussi de lutter par rapport au maintien des services publics, et nous avons pris la décision d'accélérer le déploiement des maisons de services au public, de les doubler, de travailler, j'ai reçu le PDG de la Poste, Philippe Val, pour mener une opération lourde en la matière, en coopération bien sûr avec les collectivités. La question, c'est ce que vous dites, la question n'est pas tant que le service soit rendu par l'État à un opérateur public ou une entreprise, mais qu'il soit répondu de la manière la plus efficace. Nous sommes totalement d'accord, et c'est vers cela que nous travaillons dans la mise en place de ce plan accéléré de maisons de services au public. Vous avez parlé des déserts médicaux. Nous avons souvent échangé là-dessus dans cet hémicycle. Il y a, dans le plan qui a été présenté par le ministre de la Santé, un certain nombre, au-delà du bilan, d'actions qui ont été décidées, y compris, par exemple, celle de permettre à des médecins retraités d'intervenir avec rémunération, mais il y en a d'autres, avec aussi l'objectif de doubler le nombre de maisons pluridisciplinaires. Et puis, il y a des évolutions qui devront aussi être réalisées. Vous avez souligné une piste par rapport à la densité médicale, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des territoires où il y a une surdensité et d'autres territoires où il y a une sous-densité. Bon. Parce qu'on peut parler du numerus clausus, mais je n'ai pas le temps de trop l'aborder, mais il y a d'abord cette réalité-là sur laquelle nous devons nous interroger. Une des priorités de notre action, c'est le déploiement du numérique. Vous y avez insisté dans votre rapport. C'est essentiel pour réparer les fractures territoriales, parce que nous ne pouvons pas prendre le risque, ni les uns ni les autres, d'aggraver la fracture territoriale sur le numérique. Nous avons pris la décision d'avoir comme objectif le bon débit pour tous d'ici 2020, le très haut débit d'ici 2022. J'ai réuni à 2 reprises au ministère les opérateurs, en leur demandant de prendre des engagements contraignants, conformément à la dernière loi Montagne. Je dois dire que les discussions sont toujours en cours, mais je suis assez optimiste sur les réponses qui commencent à nous être faites, parce que c'est comme cela qu'on pourra avancer. Et vous le savez, l'État, dans son rôle d'État stratège auquel vous tenez, a quelques moyens aussi de négociation avec les opérateurs. Ces moyens seront utilisés si nécessaire. Et il est indispensable d'accélérer la couverture numérique par l'installation, en particulier de plusieurs milliers de pylônes supplémentaires pour avoir le bon débit, la 4G d'ici 2020, mais aussi d'utiliser des technologies alternatives, que ce soit la montée en débit, la 4G fixe, le satellite. Et je l'ai dit, nous avons une position claire, ferme vis-à-vis des opérateurs, avec aussi la protection des réseaux d'initiative publique portés par les collectivités qu'il ne faut pas mettre en danger. Ça, ce sont des réponses précises à des questions précises. Bien sûr, nous ne savons pas encore quels seront tous les impacts de cette révolution numérique, mais sur nos territoires, mais ils seront considérables et ils vont s'accélérer. Et je pense en particulier qu'en matière de domotique sur le logement, qu'en matière de nouvelles mobilités, les choses vont avancer considérablement dans les quelques années qui viennent, et beaucoup plus d'ailleurs que nous ne pouvons l'imaginer. Et puis, il est normal d'aborder la question du volontarisme politique lorsqu'on évoque l'aménagement du territoire. On ne peut pas dire
que depuis 15 ou 20 ans, il y a eu un volontarisme considérable sur l'aménagement du territoire. L'après-guerre a été une période, bien sûr, d'aménagement du territoire et de planification qui a été poursuivie dans les premières années de la Ve République et qui, petit à petit, malheureusement, a été abandonnée. Nous considérons aussi que les réformes territoriales ont entraîné un certain nombre de bouleversements. Je ne reviendrai pas sur la fusion de régions, sur ce que nous avons vécu. Nous n'allons pas refaire un Big Bang territorial, mais il y a des partages de compétences qui ont été réalisés. Non, monsieur le sénateur Karoutchi, il peut y avoir des exceptions heureuses. Parce que, sans vouloir faire d'aparté, je pense que la situation actuelle n'est pas forcément la meilleure à laquelle on aurait pu aboutir. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et je n'oublie pas le rôle d'aménageur du territoire de certaines collectivités. J'ai parlé des régions. Nous avons annoncé, et le président de la République l'a annoncé ici au Sénat le 17 juillet dernier, qu'il y aurait une pause dans ces réformes institutionnelles et que l'heure n'était plus au lancement de grands programmes publics d'aménagement. Je note, et je m'en réjouis, que votre rapport exprime des réserves sur le rôle de facilitateur pour l'État, parce que ce rôle est venu remplacer celui d'organisateur. Ces craintes, j'ai dit je m'en réjouis, parce que ces craintes sont compréhensibles, mais tout de même, il vaut mieux que l'État soit facilitateur qu'empêcheur de conduire des projets sur les territoires. Et je peux vous dire que chaque fois que nous exprimons, en particulier par rapport aux services déconcentrés de l'État, le message que je passe, c'est que l'État soit facilitateur et qu'on lève, et je sais les efforts du sénateur Rémy Pointereau sur la question des normes, j'y suis personnellement très attaché à ce que nous fassions au maximum beaucoup de ménage sur les questions normatives et que nous le fassions ensemble. Mais l'État facilitateur, ce n'est pas un État low cost ou diminué, c'est un État qui prend ses responsabilités dans la conduite des politiques régaliennes. Et ça, sachez que nous le ferons. C'est un partenaire qui a une place particulière et qui doit mobiliser, bien sûr, tous ses bras armés pour retrouver ce rôle d'État stratège. Et je conclurai sur 2 points. La politique contractuelle, qui est indispensable, mais nous sommes en train de faire le bilan des différents contrats existants entre l'État et les collectivités. Nous en sommes à plus de 1100 contrats différents. Et le ministère de la Culture semble être d'ailleurs en première position. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut de la contractualisation, mais qu'il faut la simplifier et y voir clair, parce que la multiplication de centaines et de centaines, plus de 1000 types de contrats, n'est quand même pas un très bon exemple. Mais contrat de plan, contrat de ruralité, demain contrat de ville moyenne, nous allons là-dessus poursuivre cette politique de contractualisation, mais en essayant de la simplifier, avec bien sûr le concours des collectivités locales. Il a été question, et cela a été annoncé par le président de la République, aussi de créer une agence nationale de cohésion des territoires. Nous y travaillons, mais il n'est pas question de créer une usine à gaz supplémentaire. Puis il y a 2 sortes d'usines à gaz, vous savez, il y a celles qui fabriquent du gaz et puis il y en a aussi qui ne fabriquent pas de gaz. Donc, essayons de faire des choses simples, voilà, des choses simples, mais qui permettent de déboucher sur des actions. Nous y travaillons et nous aurons l'occasion, dans les semaines et les tout prochains mois, de vous faire des propositions à ce niveau-là. Je crois que là aussi, c'est un bon enjeu et c'est une nécessité d'avoir des instruments et des instruments qui permettent d'agir et pas simplement de réfléchir. Il faut réfléchir, mais ensuite il faut agir. Donc votre rapport, vous avez réfléchi et l'État, je vous assure, a la volonté d'agir. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, Monsieur Hervé Maurey, vous avez un temps de réplique.
J'ai un temps de réplique, je crois, théorique de 3 minutes, mais le ministre ayant eu 10 minutes de plus que ce qui était prévu par la conférence des présidents, j'imagine que j'aurai la même mansuétude pour la commission que celle qui a été accordée pour le gouvernement. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, ce rapport ne vise pas à faire un bilan du nouveau gouvernement, puisque nous l'avons présenté au moment même où le nouveau gouvernement prenait ses fonctions. Et donc, naturellement, ça n'était pas pour faire un bilan, c'était bien davantage pour, en ce début de quinquennat, dresser un état des lieux et surtout faire un certain nombre de propositions pour que la politique d'aménagement du territoire reprenne en France une véritable importance qu'elle a perdue depuis un certain nombre d'années. Je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire le bilan même aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup trop tôt. Nous savons, parce que nous vous connaissons tous, qu'à titre personnel, vous êtes très sensible à ces questions d'aménagement du territoire. Et donc, nous n'avons pas pour objectif de vous faire des procès d'intention. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que dans les propos que vous venez de tenir, je n'ai pas entendu à aucun moment l'expression selon laquelle le gouvernement entendait reprendre tout ou partie de nos 26 propositions. Je n'ai même pas entendu le fait qu'une proposition mais était digne d'intérêt de la part du gouvernement. Il y en a pourtant une que j'ai citée tout à l'heure à la tribune, qui ne coûterait absolument rien, qui serait d'un point de vue symbolique et de l'efficience, à mon sens, tout à fait pertinente, c'est le fait que systématiquement, lorsque l'on met en place une politique publique, lorsqu'on vote une loi, on s'intéresse à son impact sur l'aménagement du territoire, ce qu'on ne fait absolument jamais. Je vais prendre un exemple sur lequel je vais d'ailleurs revenir. Quand on prend les questions de santé, je suis parlementaire depuis bientôt 10 ans, on a adopté au cours de ces années 2 lois santé dans l'hémicycle, à l'époque de Mme Bachelot, à l'époque de Mme Touraine. Jamais on ne s'est demandé l'impact de ces mesures sur l'aménagement du territoire, alors qu'on sait très bien que l'accès aux soins est aujourd'hui une des priorités numéro 1 de nos territoires. Et si l'on regarde les premières mesures du gouvernement, qu'est-ce qu'on observe? On observe justement des décisions qui ont été prises en matière d'accès aux soins, avec un plan censé s'attaquer à la question des déserts médicaux. Et là, je suis obligé d'exprimer non seulement ma déception, mais la déception, je crois, d'un grand nombre de nos collègues, puisque, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Louis-Jean de Nicolaï, la commission que j'ai l'honneur de présider a à plusieurs reprises manifesté sa volonté que l'on prenne enfin dans ce pays des mesures courageuses et surtout des mesures efficaces pour lutter contre les déserts médicaux. Or, ce qui a été proposé par le gouvernement, eh bien, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans et qui ne marche pas. De l'incitatif. Vous avez cité le fait que les médecins retraités allaient pouvoir continuer à exercer. C'est formidable, ça existe déjà. Vous avez évoqué les maisons de santé, qu'on allait en faire plus. C'est formidable, mais quand on a des maisons de santé sans médecin, ça donne quoi? Si ce n'est une immense déception et du gâchis d'argent public. En revanche, vous avez eu tout à fait raison, monsieur le ministre, de parler des problèmes de répartition du territoire. Je suis d'accord avec vous, il y a assez de médecins en France, on n'en a jamais eu autant. Le problème, c'est la question de la répartition à laquelle le gouvernement n'ose pas s'attaquer. La question aussi de la formation des médecins qui sont formés pour être des praticiens hospitaliers et non des médecins de ville et encore moins des médecins de campagne, on ne s'y attaque pas non plus. Donc sur cette première politique mise en place par le gouvernement, force est de constater malheureusement qu'on ne peut être que déçu. Sur la question du numérique que vous avez évoquée, le président de la République a annoncé un objectif 2020 pour un véritable haut débit pour tous. Nous sommes tous assez préoccupés par l'idée que ce haut débit à horizon 2020 viendrait remettre en cause l'objectif très haut débit à l'horizon 2022, et là-dessus, on n'a aucune indication. Sur la question de la téléphonie mobile, qui préoccupe tout le monde sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle, et on l'a vu encore tout à l'heure où nous auditionnions en audition commune avec la Commission des affaires économiques le président de l'ARCEP, le président de la République a dit que nous aurions tous de la téléphonie mobile, que nous aurions tous de la 4G en 2020. Bah, écoutez, aujourd'hui, je suis malheureusement prêt à prendre les paris, après avoir auditionné le président de l'ARCEP cet après-midi, qu'une fois de plus, il y aura une énorme désillusion parce que les annonces faites par le président de la République ne seront pas tenues. En tout cas, aujourd'hui, on ne nous donne pas non seulement les assurances qu'elles seront tenues, mais la manière de faire en sorte qu'elles le soient. Voilà quelques points sur lesquels je voulais insister pour ne pas être
trop long. Je crois que vous avez terminé votre propos en évoquant la nécessité de simplifier les contrats. Je crois que c'est une bonne idée, mais si vous simplifiez les contrats, je crois qu'il faut aussi, et peut-être même avant tout, simplifier la multiplicité des zonages et des schémas qui empoisonnent la vie des élus, à un point qu'il y a tellement de zonages et de schémas que parfois on ne sait même plus dans quelle situation on est et à quoi on peut prétendre. Donc je crois que si vous attaquez au contrat, regardez aussi cette question. Voilà, Monsieur le Ministre, quelques éléments que je voulais apporter en réponse à votre propos.